Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire la deuxième partie de mon bilan lecture pour avril 2018. Alors j'ai lu 5 livres pendant cette deuxième partie du mois et bizarrement j'ai fini 4 de ces 5 livres là entre le 27 et le 30. Voilà. En fait je suis restée très longtemps sur un seul livre parce que j'étais en plus en train de travailler pour le mémoire tout ça et donc j'étais pas très concentrée sur les livres. Et du coup je suis restée très longtemps sur un livre et ça m'a un peu frustrée. Du coup je pense qu'à la fin du mois je me suis dit non il faut que je lise. Donc voilà. Et j'ai déjà fini un livre en mai, mais du coup il fait partie du mois de la fantaisie, donc je vous en parlerai dans le bilan de la première partie du mois de mai. À la fin de la vidéo je vous ferai un résumé du mois, donc le nombre de livres que j'ai lus, que j'ai acquis, le nombre de pages que j'ai lues, tout ça. Et comme j'oublie tout le temps de vous le dire à chaque début de bilan de lecture, je vais vous le dire maintenant, si vous voulez des avis plus approfondis, si vous voulez plus de détails ou quoi, si vous aimez bien aussi des chroniques écrites, vous pouvez aller sur mon blog où je fais des chroniques pour la plupart des livres. Donc là j'en ai fait pour 3 livres, les 3 premiers. Donc voilà, si ça vous intéresse. Le premier livre que j'ai lu pendant cette deuxième partie du mois, c'est Vera d'Elizabeth von Arnim. Donc c'est l'histoire de Lucy Entwistle qui va perdre son père et qui va rencontrer le même jour Mr. Wemyss qui lui a perdu sa femme dans des circonstances un peu bizarres. Je vais pas vous en dire plus. J'ai lu ce livre parce qu'il a inspiré Rebecca de Daphné du Maurier, mais c'est un peu porté préjudice à Vera de le comparer à Rebecca, je trouve. Alors d'abord parce que il y a des ressemblances, mais c'est pas tout à fait la même histoire, déjà. Ensuite, les deux livres ont un aspect psychologique important, mais pas de la même façon. Voilà. Si vous voulez plus de ressemblances, différences entre Vera et Rebecca, j'en ai parlé dans la chronique, parce que là j'ai pas très envie de vous en parler, de peur de vous spoiler en fait. Voilà. J'ai peur de dire des bêtises. Et je voudrais pas que vous me lanciez des cailloux. Voilà. J'ai adoré l'écriture d'Elizabeth von Arnim, donc je pense qu'elle est un peu au même niveau que Margaret Atwood. Dans ce cas-là, je sais que l'écriture j'adore, et que quoi qu'elle écrive, j'adorerais son écriture. C'est juste l'histoire en fait. Là, mon jugement se porte plus sur l'histoire que sur l'écriture, puisque je sais que l'écriture est excellente. Parce que franchement, c'était... Voilà, j'ai adoré. J'ai adoré la façon dont elle écrit vraiment. Donc je suis prête à lire tous ses autres romans. Je sais qu'il y a... Elizabeth and a German Garden, je crois, et il y a aussi The Enchanted April. Voilà, j'ai très envie de les lire du coup. J'ai comparé Vera et Rebecca tout le long, ce qui, comme je vous l'ai dit, a porté préjudice à Vera. Je pense que je le relirai plus tard et j'essaierai de me détacher un peu de Rebecca cette fois, puisque là c'était aussi pour mon mémoire, donc il fallait que je trouve les ressemblances et les différences en fait entre les deux livres. Alors ce que j'ai adoré dans ce livre c'est l'ambiance déjà. Je me suis sentie bien en fait à un certain moment. Bah comme un peu dans Rebecca, et j'étais bien. Bon, sachez quand même que ce livre est beaucoup moins gothique, hein, clairement. J'ai aussi adoré le personnage de Lucy, auquel je me suis vraiment beaucoup attachée. Au début, enfin, je pense que certaines personnes pourraient la trouver agaçante, c'est possible. Mais moi j'ai pas réussi, moi, elle était trop innocente, enfin non, voilà, je l'ai adorée. J'ai aussi beaucoup aimé la tante Dorothy, puisque dans Rebecca, la narratrice n'a pas de soutien féminin. Et là, Lucy en a un. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Bon après j'ai aimé un autre personnage mais je peux pas vous en parler sinon ça risque de vous spoiler. Mais sachez que j'ai beaucoup même adoré carrément ce personnage. Je ne sais pas pourquoi elle aime bien aller dans sa litière au moment où je commence à filmer. Je ne sais pas, comme je vous le disais, ce livre, comme Rebecca, a un aspect psychologique et j'ai beaucoup aimé la pression en fait qu'il y a dans ce livre. On se sent pas oppressé comme dans Rebecca, mais il y a quand même... Enfin, on se sent un peu horrifié par ce qui se passe des fois, clairement. Alors, j'ai détesté, mais alors détesté, le personnage de Wemyss. Mais alors d'une puissance. C'était... Je pense qu'il se trouve maintenant dans le top 3 des personnages que je déteste le plus en littérature, aux côtés d'Ambrosio dans Le Moine de Matthew Lewis, et d'Humbert Humbert dans Lolita de Nabokov. Voilà, donc bravo. Bravo, je déteste ce personnage, il est arrogant, il est sexiste mais d'une puissance... Oh mon dieu, c'était... Voilà. Il est très centré sur lui-même, hein, il a toujours raison et puis il est blessé pour un rien. Donc voilà, il m'a saoulée, clairement. Le seul bémol que je trouve à ce livre c'est la fin, parce qu'en fait c'est une fin ouverte et c'est logique en fait. Après avoir pris du recul, je me suis rendu compte que c'était normal que ce livre se finisse comme ça. Mais quand j'ai lu la fin, je l'ai refermée, j'ai fait... Mais non, moi je voulais une vraie fin, une fin où on sait tout. Et non, mais du coup, oui, en fait c'était logique et c'est peut-être même carrément mieux puisque ça laisse le lecteur imaginer un peu.
Mais voilà, la fin était assez frustrante. Bon, le lecteur peut très bien imaginer ce qui va se passer ensuite. Hein. Voilà, on peut avoir un léger espoir, mais j'y crois pas trop. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce livre. Et je sais donc que je lirai d'autres livres d'Elisabeth von Arnim, mais je pense que je relirai aussi ce livre. Parce que la prochaine fois, je le comparerai beaucoup moins à Rebecca et je l'apprécierai encore plus, je pense. Donc il était à la limite du coup de cœur, mais Rebecca l'a empêché d'être un coup de cœur. Ensuite, j'ai lu un livre qui m'a pris énormément de temps parce que j'ai eu la bonne idée de choisir une non-fiction scientifique alors que j'étais en train de travailler en plus sur le mémoire. Ce qui est un petit peu... Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais dû choisir des trucs beaucoup plus légers, mais enfin bon, bref. J'ai lu A Short History of Nearly Everything de Bill Bryson, donc c'est une histoire une histoire de tout ou presque. J'ai enfin réussi à vous donner le vrai titre. Bravo moi, bravo moi. Donc c'est un ouvrage de vulgarisation scientifique qui parle, oui, presque de tout, c'est-à-dire qu'on commence au Big Bang, donc on parle d'astrologie, et puis ensuite on va vous parler de zoologie, à la fin on parle d'extinction des espèces, on parle de changement climatique, on va aussi parler de biologie, il y a un chapitre qui parle que de la cellule par exemple, il y a aussi les volcans, tout ça, enfin, c'est vraiment complet, on peut le dire. Après pour des gens qui s'y connaissent déjà, ça peut être un rappel, mais il va pas y avoir de détails ou d'explications très scientifiques. Parce que dès qu'il y a un truc scientifique un peu, beaucoup complexe, Bill Bryson va l'expliquer et va utiliser une comparaison imagée, en fait, une image pour faire comprendre à son lecteur ce que ça signifie, en fait. Parce que des fois c'est très difficile de s'imaginer, en fait. Par exemple, quand il nous parle de distance dans l'univers au début, ou quand il nous parle du Big Bang, et c'est impossible, en fait, de se représenter la chose. Parce que on est limité, j'ai envie de dire. Et là c'est trop grand, c'est trop gros, c'est trop loin, donc voilà. J'ai adoré, évidemment, parce que j'ai déjà lu un livre de Bill Bryson, ça s'appelait Shakespeare Anti-Biographie, en anglais c'était Shakespeare The World as a Stage. Et j'ai retrouvé le ton de Bill Bryson, donc son humour, sa façon de... Enfin son esprit, tout ça. Et j'avais peur un peu parce que je me disais, bon, il est quand même gros, c'est quand même de la science, du coup ça risque d'être un peu plus sec. Et pas du tout en fait. Bill Bryson ramène, enfin, pas ramène tout dans son univers, mais il prend pas le lecteur de haut, il le prend comme son égal, il lui explique les choses, il lui dit, bon, moi j'aurais jamais compris ça, blablabla. Et après, il y a aussi un truc bien que j'aime là-dedans, c'est qu'il y a des biographies en fait, des scientifiques ou des gens qui ont découvert certaines choses, tout ça. Et on se rend compte que c'est pas du tout parce qu'on est intelligent qu'on est quelqu'un de bien. Loin de là. Du coup j'ai été un peu énervée parfois, il y avait des trucs, j'étais là, super. Entre vol et hypocrisie, c'est pas mal, hein, c'est sympa. Et à la fin sur les extinctions et le réchauffement climatique, bon bah ça nous montre un peu à quel point l'humain est encore bête, hein. Voilà. À quel point il oublie aussi. C'est pour ça que c'est important de lire ce genre de livre, je pense. Parce que bon, des fois on oublie certaines choses, par exemple on oublie qu'on n'est pas... Enfin, c'est pas qu'on n'est pas si important, mais à l'échelle du cosmos, nous ne sommes rien. Donc il faut arrêter de penser que le monde est fait pour nous. J'ai adoré et j'ai noté certaines références puisqu'il parle de livres de Darwin que je ne connaissais pas. Je connais l'origine des espèces, tout ça, mais il y en avait d'autres que je connaissais pas. Il parle d'autres auteurs. Voilà, c'était vraiment très bien. Et j'ai appris énormément de choses. Il y avait certaines choses qui étaient un peu des rappels de quand j'étais plus jeune, en physique, chimie, tout ça. Donc je me dis, ah, ça je m'en souviens, je l'ai vu. Ça va, je me sens moins bête. Mais j'ai quand même appris beaucoup de choses que je ne savais pas du tout. Il y a aussi des choses que j'ai jamais réussi à comprendre et Bill Bryson a réussi à m'expliquer et à imager assez pour que je comprenne enfin. Bon après je dis pas que j'ai tout retenu, hein. Mais je pense que c'est un livre à avoir sous la main quand on se dit tiens, je me souviens que j'ai lu ça mais c'est pas très clair dans mon esprit. Donc, voilà, il suffit de se replonger là-dedans. Et c'est très bien. Par contre je pensais qu'il y avait des illustrations, tout ça. Il n'y en a qu'une seule. Là. Il nous explique pourquoi en fait il a voulu écrire ce livre. Donc il n'y en a qu'une seule là et en fait il y en a à chaque partie en fait. Donc il y a une partie que sur l'astronomie, celle que je viens de vous montrer. Après que sur la Terre. Après c'est sur les théories de l'atome, tout ça. Sur le danger que représente une planète, donc les volcans, tout ça. La vie elle-même, donc ça c'est le plus gros... la plus grosse partie. Et après c'est ce qui a mené à nous en fait. Donc l'évolution, tout ça. C'était génial. C'était génial. Mais ça m'a pris énormément de temps. Mais c'était génial quand même. Et oui, je regarde aussi Cosmos en même temps, présenté par Neil deGrasse Tyson sur Netflix. Et c'est génial, parce que ça permet en fait de mettre des images sur ce dont il parle. Et c'est génial. Voilà. Donc si vous voulez un ouvrage de vulgarisation scientifique,
allez-y, prenez celui-là, génial. Ensuite, j'ai enfin lu Dubliners de James Joyce, donc dublinois et pas berlinois comme j'arrête pas de le dire. C'est parce qu'à chaque fois que je présente ce livre, je le présente avec Seul dans Berlin, d'Hans Fallada, et à chaque fois donc je dis berlinois, mais non, c'est dublinois, voilà. Donc c'est un recueil de 15 nouvelles qui parlent de dublinois, voilà. Donc ça se passe à Dublin. C'est un recueil assez inégal pour moi, puisque j'ai adoré certaines des nouvelles. Par exemple, il y en a une qui s'appelle The Boarding House. C'est l'ambiance que j'aime, on va dire. La dernière aussi, The Dead, j'ai adoré. Adoré. Il y avait aussi A Painful Case que j'ai adoré aussi. Par contre, il y en avait... je suis complètement passée à côté. Je n'ai rien ressenti. Et je me suis sentie insensible de ne rien ressentir, comme à chaque fois que je ne ressens rien en lisant. Donc c'est très frustrant. Certaines nouvelles n'étaient pas du tout faites pour moi. Elles m'ont laissé sur le côté, quoi. Donc voilà. Mais c'était quand même sympa de découvrir l'écriture de James Joyce, puisque je compte un jour lire Ulysses. Sauf que j'avais pas très envie de commencer par là, étant donné que le livre est énorme et apparemment incompréhensible. Donc je préférais commencer par un livre plus court, par des nouvelles. Et j'ai vu là dans le résumé que c'était écrit que c'était une bonne introduction en fait à l'écriture de James Joyce. Donc voilà. Donc j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, hein, juste voilà, mes préférés sont The Boarding House, A Painful Case et The Dead. Voilà, donc en fait j'ai préféré la deuxième partie du recueil, à partir de The Boarding House en fait, parce que les premières... Voilà. Apparemment c'était un peu choquant à l'époque où ça a été publié, en 1914. Là je pense que, enfin, pour nous ça l'est plus, mais... Enfin, donc c'était quand même sympa de découvrir Joyce. Je continuerai donc à le lire aussi. J'ai ensuite lu Agir et penser comme un chat de Stéphane Garnier. Alors là, bon, je pense que c'est assez clair, hein, l'auteur reprend 40 facettes de la personnalité du chat pour nous expliquer comment on peut les mettre en pratique nous-mêmes pour se sentir mieux dans nos vies, se sentir plus libre, calme, tout ça, tout ça. Alors il n'y a pas grand chose de nouveau dans ce livre, le truc nouveau en fait c'est de lier ces notions au comportement du chat, voilà. Et c'était sympa, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, c'était une bonne petite lecture détente, hein, parce que bon, choisir une non-fiction scientifique quand on a besoin de se détendre, c'est... Il n'y a que moi pour faire ça, je pense. Hein. Si vous aussi vous le faites, dites-moi, je me sentirai moins seule, mais... Donc voilà, c'était sympa. Et puis c'est un chat noir et j'ai un chat noir, donc voilà, c'est mignon. Il y a aussi énormément de citations. Par exemple, en voici une, de Mark Twain. Si l'on pouvait croiser l'homme avec le chat, ça améliorerait l'homme, mais ça dégraderait le chat. Oui, je suis tout à fait d'accord. Après, il y a quand même des passages que j'ai bien aimés, parce que, bah en fait, c'est un petit rappel pour nous dire, eh oh, calme-toi, le chat, lui... il est cool, il est heureux, donc arrête un peu de t'agiter pour rien. Donc c'était quand même un bon rappel, hein, mais il n'y a pas grand chose de neuf, quoi. C'est pour ceux qui aiment les chats à la rigueur, ou pour ceux qui ont envie de se détendre avec un petit livre comme ça, c'est cool. En revanche, il y avait des petites erreurs de syntaxe. Je lisais la phrase, je disais, mais ça ne veut rien dire. J'ai pas tout compris. Donc voilà, il y avait des petits problèmes comme ça, mais sinon, c'était sympa. Et enfin, le dernier livre du mois, c'est The Wicked and the Divine. Le premier tome, Faux départ, qui s'appelle en anglais The First Act. Donc ma soeur me l'a offert ce mois-ci. J'ai résisté tout le mois pour le lire et puis je me suis dit à la fin, mais pourquoi je résiste? Pourquoi? C'est une histoire qui mêle un peu fantaisie et mythologie. Tous les 90 ans, les dieux reviennent. Certains dieux reviennent, ils sont 12. Donc ils vont vivre pendant 2 ans, ils vont être détestés, ils vont être aimés, adorés même, vénérés, ce sont des dieux. Et en 2 ans, ils vont tous mourir. Et là, ça commence. Ils sont revenus là, ils sont là. Alors, ce livre est magnifique. Les graphismes sont juste splendides. J'essaie de ne pas vous montrer des trucs qui pourraient vous spoiler. Voilà. Je vais vous montrer la tête d'Amaterasu parce qu'elle est magnifique. Voilà. Je trouve que c'est très très beau. Et j'ai vu des revues en fait, des chroniques qui disaient alors oui, c'est très beau, mais c'est très vide. Alors je suis pas tout à fait d'accord. Il y a vraiment une histoire. Il y a quasi une enquête et je trouve ça en fait très intéressant de voir les dieux dans notre monde moderne, puisqu'ici ils sont des pop stars en fait, en gros ils sont comme nos stars qu'on adule en concert, tout ça, mais là ce sont des dieux. J'ai trouvé ça vraiment très bien. Le problème c'est qu'en fait dès le début on entre tout de suite dans l'histoire et j'ai eu un peu de mal à m'y faire en fait, parce qu'il n'y a pas d'introduction de personnage, donc voilà, on entre, on sait même pas qui correspond à quoi, donc c'était un peu compliqué, voilà. Voici Baal. C'était un peu compliqué, les noms me sont pas forcément familiers. Par exemple, il y en a un, Woden je crois. Mais qui est cette personne? Enfin, qui est ce dieu? Je ne sais pas du tout. Du coup, c'était assez confus, mais en même temps, j'étais quand même dedans. J'étais quand même à fond dedans, j'avais envie de savoir ce qui se passait. Et en fait, le livre était trop court. J'avais envie de continuer à le lire, et j'ai pas la suite. Donc, voilà, j'étais un peu frustrée en fait en finissant. Mais c'est quand même très bien, et il y a une introduction. Voilà, les auteurs ont sorti une espèce de BD, micro-BD introductive de la série, où ils expliquent en fait
ce qui va se passer. Enfin, c'était vraiment vraiment très bien. Mais donc, comme je vous dis, c'était quand même confus. J'ai aimé le mystère, les illustrations, tout ça, mais c'était confus. Et il y a quand même énormément de références sexuelles. Alors je sais que les dieux, par exemple dans la mythologie grecque, sont très portés sur le sexe. Mais là, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu... Enfin, je lisais, je faisais ah ok, bon bah d'accord, écoute, pourquoi pas, hein, ok. Mais donc voilà, j'ai quand même vachement hâte de lire la suite, j'espère que ce sera mieux, enfin c'était quand même très bien, mais j'espère quand même que ce sera mieux et qu'on aura une meilleure introduction dans le monde, plus de caractérisation des personnages, un développement de l'intrigue. Parce que là il y a déjà une enquête qui commence, mais je veux savoir la suite quoi. Donc voilà, c'était vraiment très bien, j'ai hâte. J'ai envie de vous montrer Tara, si je la retrouve, voilà. Voilà, donc j'espère me prendre le tome 2 et bientôt le lire. Voilà, donc je vous ai parlé de tous les livres que j'avais lus dans la deuxième partie du mois. Maintenant on va faire le bilan. Alors le meilleur de ce mois, les meilleurs, parce que j'ai pas vraiment su choisir, ils sont tellement différents que c'est un peu compliqué en fait. Donc les meilleurs de ce mois-ci sont Alias Grace de Margaret Atwood, Captive en français, et A Short History of Nearly Everything de Bill Wilson. Ils sont géniaux. En fait j'ai pas vraiment eu de gros coups de cœur ce mois-ci, mais ce sont quand même les deux meilleurs livres de mon mois. Voilà. Et ils sont quand même tous les deux gros. Oui d'ailleurs, en parlant de gros livres, je n'ai toujours pas lu un livre de plus de 700 pages. Mais j'ai commencé à lire des livres de plus de 500 pages. Donc je me demande si je devrais pas baisser mon objectif, mais en même temps j'ai pas envie. Donc on verra bien si je commence à lire des plus gros livres. Je devrais normalement avec le mois de la fantasy. Le fail du mois, c'est Obsidio d'Amy Kaufman. J. Christophe, plus je pense à ce livre et plus je suis énervée contre lui. Alors que honnêtement c'est une très bonne fin à la série pour ceux qui ont aimé les schémas des deux premiers tomes. Mais moi je voulais autre chose en fait. Et quelque part je me doutais que ce serait pas autre chose. Donc je peux pas trop en vouloir à ce livre et en même temps je lui en veux deux. Voilà. La surprise du mois c'est Madame Zero de Sarah Hall. Je ne m'attendais pas du tout à autant apprécier ces nouvelles et c'était surprenant et original. Et la déception du mois c'est quand même The Faust Act. Parce que je m'attendais à ce que ce soit mieux. Donc c'était quand même génial, hein. J'ai quand même mis une super note, j'ai hâte de lire la suite, tout ça. Mais je m'attendais à ce que ce soit encore mieux. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. Alors, j'ai acquis 19 livres ce mois-ci. J'en ai lu 10. J'ai lu 3590 pages. Parmi ces livres, j'ai lu 5 romans, 2 recueils de nouvelles, 2 non-fiction et une BD. Donc parmi les 5 romans, il y en avait un fantasy, un historique, un SF, un contemporain et un classique. Pour les recueils de nouvelles, il y en avait un fantastique et un classique. Les 2 non-fiction, c'était une non-fiction scientifique et une psychologie animale, enfin psychologie / animaux, on va dire. La BD, c'était une BD fantasy mythologie. Voilà, donc c'est tout pour ce bilan. Comme je vous ai dit, j'ai déjà fini un livre pour le mois prochain, enfin pour mai. J'ai déjà commencé le mois de la fantasy sur les chapeaux de roue, on va dire, puisque j'ai commencé avec un vrai coup de cœur. Mais je vous en parlerai plus dans mon bilan. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci pour ceux qui s'abonnent, alors j'ai eu une explosion d'abonnés là récemment, donc merci énormément. Merci à ceux qui mettent des pouces et merci à ceux qui commentent, parce que j'adore parler avec vous dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez lu, vous, en avril, si vous avez eu des coups de cœur, si vous avez eu des coups de gueule, si vous avez aimé quand même certains livres. Dites-moi si vous avez lu ces livres, si vous les avez aimés ou si maintenant vous avez envie de les lire. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!